Shotgun front, they have control of the ball. Shot in the air. Let's do it. Let's try it again. Barkley 24, yes, with 1 point. Cash to Stoudemire inside. Oh, nice adjustment. 6 seconds left in the game. Out to Booker. 5 seconds, 4 seconds. Booker on the drive. Goes up. Here's the shot. Booker! He got it. And the Suns win the game. Devin Booker at the buzzer. Salut à tous, bienvenue dans Valley Hoop, le podcast francophone consacré aux Phoenix Suns. On se retrouve quelques semaines seulement après le numéro qui a été un peu compliqué à mettre sur pied, mais on a finalement réussi à le publier. Depuis, il s'est passé deux nouvelles semaines, je crois à peu près pour les Suns, avec encore des résultats plutôt encourageants malgré quelques petits soucis d'effectifs de santé, notamment dans l'effectif dont on va parler notamment aujourd'hui évidemment. Et pour en parler justement, avec moi il y a mes deux compères habituels cette saison, Lucas et Malo. Comment ça va Lucas? Comment ça va Malo? Je pose la question générale et puis vous vous démerdez derrière pour prendre la parole. Non, ça va bien. Toi, Écoute, plutôt la forme. Les Suns vont plutôt bien. Ça fait, même si voilà, il y a des choses à améliorer, c'est pas du tout parfait, mais ça va plutôt bien. Tranquillement, quoi. Ouais, tout à fait. En Et fait, c'est toi? un peu, moi, ça va à peu près. Bon, écoute, voilà, la vie personnelle, on va mettre ça de côté. Effectivement, je prends plus de plaisir, on va dire, dans ce que proposent les Suns en ce moment. Mais non, effectivement, ce qu'on avait dit un peu dans le dernier numéro se confirme. Enfin, il n'y avait pas trop de doute là-dessus. C'est-à-dire que c'est une équipe qui, quoi qu'il arrive, va continuer à se battre et à proposer à peu près la même production soir après soir. En tout cas, on sait ce qu'on peut attendre d'elle. Elle déçoit rarement sur ce qu'elle produit, sur ses limites aussi, hein. Évidemment, il y a un peu de ça aussi. Elle a du mal peut-être à dépasser ses limites. Le problème là actuellement, c'est surtout qu'elle est privée d'un joueur de son futur All-Star. Il pourrait être nommé dans un truc un peu particulier puisqu'il est blessé, mais bon là les coachs vont s'apprêtent à nommer les All-Star réserves. Il y a de bonnes chances que Devin Booker y soit, mais Devin Booker donc s'est blessé à la cheville. C'était contre le Heat. Je ne sais plus exactement. C'était le match d'avant. C'est le match d'avant. Alors je ne sais, je l'ai plus en tête. C'était contre Atlanta, ouais. Contre Atlanta. Donc le dernier match du road trip. Donc c'est fameux, c'est ça. Le road trip de 6 matchs à l'est. Et sur le dernier match à l'est, Booker se blesse. Donc effectivement, il y a, comment dire. En fait, le problème, c'est à la fois que Booker se blesse et donc que Jalen Green, qui venait de revenir, nous a fait exactement la même chose que la dernière fois. C'est-à-dire, il est revenu un match, il a joué un match complet, il a joué un début de deuxième match. Et, après quelques minutes dans ce deuxième match, il a ressenti une gêne et du coup, par précaution, il a été sorti du terrain. Donc depuis, les deux n'ont pas joué. Il y a eu 2 matchs, une défaite contre le Heat, 2 matchs à domicile, une défaite contre le Heat, une victoire contre les Nets. 2 matchs vraiment laborieux de la part des Suns. On va dire que c'est pas que la faute de l'absence de Booker, parce qu'il y avait même une réussite au tir qui était un peu suspecte. Il y avait un engagement qui était peut-être un peu en deçà de ce que produisent les Suns habituellement. En tout cas, moi j'ai trouvé notamment sur le match du Heat que après ça fait 2 fois qu'on joue le Heat et que le problème se pose. C'est une équipe qui nous répond vraiment sur ce terrain-là. De toute façon, messieurs, je vais commencer par enfoncer une porte ouverte. Évidemment, l'équipe elle est plus dangereuse, elle est beaucoup moins dangereuse sans Devin Booker. Jalen Green, c'est un cas un peu à part, puisque depuis le début de saison, il n'a pas trop été là. Mais on a vu vraiment que, là en plus, il n'y avait pas Gillespie sur le match des Nets. Quand ces 3 joueurs manquent à l'appel, ça devient vraiment, vraiment compliqué au niveau de la création. On peut peut-être commencer là-dessus. Toi, Lucas, évidemment, tu as observé ça. Est-ce que ça t'inquiète un peu pour la suite de la saison? Oui, parce que ça avait quand même l'air d'une grosse entorse de la cheville, et même si ce qui était prévu, c'est qu'il soit réévalué au bout d'une semaine, c'est quand même des choses qui prennent en général plusieurs semaines à traiter. Donc là, pour le moment, le diagnostic me semble quand même très, très optimiste. Mais c'est vrai que ça pose d'énormes problèmes structurels, surtout dans le sens où, même si Booker, à titre individuel, est loin de faire sa meilleure saison, c'est quand même un rouage essentiel de l'équipe parce que elle a été construite avec certes énormément d'arrières, mais énormément d'arrières qui sont plutôt des shooters, des finisseurs, quoi. Donc, à partir du moment où tu perds ta principale menace à la création, beaucoup de tes attaques deviennent vraiment de la circulation de balles stériles, et on l'a vu sur les 2 derniers matchs où le ballon il passe de main en main. Bon, des fois quand ça arrive sur Dillon Brooks, il passe plus de main en main, ça s'arrête. Mais de manière générale, le ballon circule sans réelle finalité, avec aucun joueur qui va vraiment prendre l'initiative d'aller attaquer la défense, d'aller créer des décalages, etc., quoi. Donc, c'est vrai que ça laisse présager quand même des semaines très, très compliquées en termes d'animation offensive. Ouais. Et en tout cas, le rendu sur les 2 matchs là qu'on a vus est extrêmement préoccupant. C'est bien d'avoir pris pas mal de victoires d'avance sur les gars qui sont derrière,
parce Mmh. que là, clairement, on risque de pas en gagner des masses, hein. Ouais, c'est ça, ça peut être une période vraiment compliquée sur les Suns, sur ça, sur la production offensive et sur à quel point, match après match, on arrive à, bah, juste à mettre un petit peu la défense adverse en danger. Moi, j'ai vraiment eu ce sentiment-là. D'ailleurs, le 1er match contre le Heat, qu'on perd pour le coup, où il y a Gillespie, bah, on sent aussi que Gillespie, il commence un petit peu à fatiguer là sur ce début de saison. Il est moins tranchant, qu'il ne le fut, même s'il continue à faire des efforts et à faire plutôt des bons choix. C'est quand même moins, d'autant plus justement qu'il a de responsabilités, c'est moins efficace de son côté. C'est vrai que Ouais, puis Malo, c'est pas réellement un créateur, en fait, non, clairement, à la Gillespie, base, quoi. faut pas, c'était un Sur le principe, tu vois, c'est un joueur qui a très, très peu de drive, quoi, qui est mmh, vraiment un joueur de périphérie, quoi. Donc, ouais, à complètement. partir du moment où tu perds vraiment ta menace verticale, frontale, qui te permet vraiment de passer de la ligne à 3 points à l'intérieur de la zone à 2 points avec du dribble, Mmh. bah, offensivement, mais quelle menace tu représentes, en fait, hein. Et comme tu le disais aussi, de créer un décalage, parce qu'il y a vraiment cette notion-là. Pour le coup, Gillespie, même s'il arrive à conserver le ballon, c'est quand même pas vraiment un mec qui crée des décalages par ses drives, effectivement, notamment. Donc oui, c'est ça, en fait. C'est que sans Booker, t'as quasiment personne pour le créer, ce décalage-là, dans l'équipe. En tout cas, le premier décalage qui va derrière enclencher les rotations défensives sur lesquelles nous, on va pouvoir jouer avec des extra passes. Malo, toi, est-ce que t'es pareil, assez inquiet sur ce constat-là du jeu des Suns sans Booker? Il y a cette notion de gravité aussi. Enfin, Inquiet il y a oui et plein de non choses dans le qui sens où entrent en jeu. Vas-y, oui. vas-y. Bah, inquiet oui et non dans le sens où, on savait à peu près, enfin on s'y attendait quoi. C'est pas non plus, une surprise, phénoménale, que de voir, que l'équipe, bah, ait autant de mal en attaque, sans Devin Booker. Après il y a aussi l'absence de Jalen Green qui n'aide pas à ça parce que lui pour le coup il est capable de quand même faire des différences aussi, avec le ballon et de t'apporter justement ces décalages. Mais bah, quand même, un petit peu inquiétant parce que ouais, on voit que ça marche pas forcément. Comme Lucas l'a dit, on a des bons attaquants de décalage. Une fois que voilà, il y a ce petit décalage, qu'il reçoit la balle avec le défenseur un peu en retard, bah ouais, Gillespie, Allen, même O'Neal, sait le faire, Dylan Brooks, sait aussi bien le faire. Donc voilà, on a quand même des joueurs qui font mal à des défenses, une fois qu'ils ont quand même un petit temps d'avance sur la défense. Et bah, ce temps-là est beaucoup plus difficile à créer, bah, sans Devin Booker parce que déjà tu parlais de gravité, Rod, c'est ça en fait, parce qu'il est beaucoup moins double team qu'avant. Mais quand même, on sent que les défenseurs, proches, de lui quand même gardent vachement un œil sur ce qu'il fait et ne collent pas forcément leurs joueurs et ils trouvent, assez facilement donc cette passe avec justement ce tout petit temps, cette demi-seconde d'avance où bah, en fait, Gillespie ou Allen peuvent vraiment appuyer dessus et faire la différence. Après, il y a un petit point quand même qui est c'est intéressant et qui est peut-être, porteur d'espoir. Après, voilà, c'était contre les Nets, donc l'adversité non plus n'était pas forcément la meilleure. Mais on a vu quand même qu'il s'arrivait très bien à servir comme ça, Mark Williams. Ça a été vraiment un aspect important et c'est une grande partie de ce qui nous a fait gagner la rencontre. Il finit avec 27 points, je crois, son record de la saison en tout cas, et il a vraiment été mis dans de bonnes dispositions, tout au long du match, notamment en deuxième mi-temps. Donc ça, c'est sûr que ça a bien aidé et c'est peut-être un aspect, un espoir sur lequel s'appuyer. Mark Williams qui était quand même plus en difficulté depuis un petit mois, on va dire, où vraiment Osso, vraiment prenait toute la lumière au poste de pivot et on voyait un Mark Williams plus en difficulté, qui avait du mal à impacter les matchs. Après, est-ce que c'est un pétard mouillé parce que c'est contre les Nets et que c'est pas la meilleure défense, de la ligue? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel construire, sans Devin Booker? Ça, bah, on verra dans les prochains matchs. On peut pas vraiment s'avancer et après, ouais, à voir aussi combien de temps il met à revenir. C'est vrai qu'ils ont parlé d'une semaine avant d'être évalué. Il commence à tourner, surtout que l'autre cheville avait tourné 1 ou 2 fois avant, je pense que ce serait pas plus mal de prendre 2-3 semaines de repos pour, vraiment revenir à 100 et pas se répéter au moindre impact derrière. Mais, ouais, c'est inquiétant d'une certaine manière parce que, bah, l'équipe est beaucoup moins compétitive, même défensivement. Quand même, Devin Booker fait quand même une bonne saison. Je trouve, c'est en tout cas bien meilleur que les saisons passées. Il est quand même utile dans cette défense. Et puis, bah, c'est aussi, ouais, si tu marques moins de paniers, tu prends plus tu concèdes plus de rebonds défensifs et il y a plus d'attaques rapides et lancers derrière. Donc c'est sûr que même sur ça, défensivement, ça a un impact malheureusement.
Ouais, c'est sûr. Après, effectivement, ce qu'on peut espérer enfin, en tout cas dans l'intention, ce qu'on a continué à voir, c'est que l'identité de l'équipe ne change pas pour autant. C'est vraiment juste une question justement de capacité à créer du côté offensif. Et effectivement, enfin, alors moi je sais pas, je sais pas ce que vous en pensez, mais en fait c'est difficile je veux parler de Jalen Green en fait, et c'est difficile de parler de Jalen Green parce qu'effectivement on est toujours dans l'expectative, on a toujours vu donc encore une fois hein, dans le match complet là qu'il a fait avant de se reblesser, on a vu ce qu'il peut apporter, on a vu que voilà c'est évidemment le joueur le plus rapide de notre effectif, notamment balle en main, qu'il y a vraiment cette capacité là à sur le premier pas créer une différence et mettre la défense adverse sur le reculoir. Est-ce qu'il peut pas, dans la mesure du en fait, la question plus générale, c'était sur les autres armes offensives que peuvent espérer les Suns, un peu sur ce que tu disais, Malo, au sujet de Mark Williams sur le dernier match, qui est clairement donc son plus gros match en termes de scoring avec les Suns, donc c'est 27 points, qui est un match aussi de réussite. Hein, c'est pour ça qu'il met ses 27 points, parce que je crois qu'il est, je sais pas combien, à 11 sur 13 ou un truc comme ça, quoi. Il est vraiment performant. Je crois qu'il finit le match sur 12 paniers d'affilée ou un truc comme ça. Ouais, voilà, enfin, donc il y a vraiment ce côté-là. Il était en réussite, il était chaud. Comme tu dis, il y a cette possibilité de retrouver un Mark Williams un peu moins adroit sur les matchs d'après, même si globalement, depuis le début de saison, il a une réussite qui est correcte pour un pivot, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais on sait que, voilà, la question c'est peut-être ça, c'est qu'on sait que, et on en avait parlé là, d'ailleurs du dernier podcast finalement, que les schémas offensifs des Suns sont quand même assez limités, qu'il y a cette difficulté notamment justement à trouver des solutions à l'intérieur. Est-ce que l'absence de Booker, un peu de manière, comment dire? Contre-intuitive, on va dire, mais ne peut pas ouvrir des portes en termes de système et en tout cas de possibilités offensives pour les Suns, de circuits offensifs pour les Suns, dans la mesure où il va falloir que des joueurs step up. Il va falloir que enfin, Brooks, c'est un peu difficile de lui demander de sortir de son rôle, mais typiquement Williams, il peut step up offensivement. Typiquement Jalen Green, s'il arrive à jouer, à enchaîner un peu les matchs là dans les semaines qui arrivent, ça peut être un joueur intéressant à mobiliser comme ça. Je pense aussi à Grayson Allen qui avait pris un peu en début de saison un rôle de créateur balle en main et qu'on a beaucoup moins vu évidemment depuis son retour de blessure là il y a quelques semaines. Est-ce que aussi, alors c'est ce que Hott en a parlé un petit peu en conférence de presse, est-ce que lui de son côté peut avoir plus de prérogatives et changer, enfin sans changer globalement les schémas offensifs de l'équipe, induire un peu de nouveaux circuits? C'est un peu ça ma question. Elle est très longue. Qu'est-ce que t'en penses, Lucas? Bah, changer les systèmes offensifs, j'ai envie de peut-être dire oui et non, parce que d'un côté, on a vu sur le premier match, en tout cas contre Miami, que tu peux pas jouer de la même manière de toute façon, où là on a essayé de jouer exactement pareil que d'habitude, en prenant les mêmes tirs que d'habitude, sauf que tu les as avec moins de décalage, avec moins d'avance, avec des plus mauvais timings, etc. Et ça donnait une réussite extérieure absolument calamiteuse, quoi. Parce que juste on a essayé de jouer exactement de la même manière et de prendre exactement les mêmes tirs. Et effectivement, le deuxième match contre les Nets, c'est beaucoup plus intéressant à cet égard, où c'est vrai que depuis le début de la saison, Mark Williams, on s'en servait surtout comme menace verticale, d'avoir vraiment une menace sur alley-oop et c'était vraiment que du rim running, qui en soi est une certaine sous-utilisation par rapport à ce qu'il pouvait faire à Charlotte, quoi, où il était quand même beaucoup plus impliqué offensivement. Et comme Malo l'a très bien dit, bah, contre les Nets, on a vu qu'on s'est beaucoup plus appuyé sur lui, non pas sur de la pure finition, mais vraiment sur des actions où il allait jouer des 1 contre 1, quoi. Et c'est vrai que au fur et à mesure de la saison et surtout au fur et à mesure du mois de janvier, on a vu Iguodaro prendre beaucoup plus d'importance dans le jeu, notamment au niveau de la distribution. On l'utilise beaucoup plus comme un relais, là où avant on l'utilisait vraiment juste sur du short roll. Là vraiment, il servait à distribuer la balle. Et au final, ces deux joueurs, tes deux pivots, que tu vas davantage impliquer, tu vas être obligé de le faire de toute façon, quoi. Parce que si un joueur qui peut step up à l'extérieur, c'est Grayson Allen. On l'avait vu il y a 2 ans quand Bradley Beal avait été souvent blessé. Pour le coup, offensivement, il s'était vraiment révélé comme un joueur capable de driver et de jouer des 1 contre 1. Et là, on l'a vu depuis la blessure de Booker, où il est beaucoup plus dans le drive qu'avant. Il prend beaucoup plus de shoot extérieur aussi. Mais il y a vraiment une menace beaucoup plus ambivalente qu'il ne pouvait l'être que depuis le début de la saison. Mais en soi, bah, ça fait des joueurs qui vont être quand même utilisés dans un registre qui est pas le leur de manière originelle. Et je pense que leur efficacité va s'en ressentir, quoi. Donc, j'ai envie de te dire oui, il faut jouer différemment parce que clairement le match contre Miami, il est pas encourageant du tout. Mmh. Et d'un côté, j'ai Ça envie de montre une te impasse, dire quoi. non parce que bah Osso c'est déjà un joueur qui a pris en volume de ce côté-là. Grayson Allen, on a vu qu'il était capable de faire ça. Donc est-ce que c'est vraiment différent ce que tu vas demander à tes joueurs? Je suis pas convaincu non plus. Ouais, c'est plus
Enfin, ouais, c'est ça, c'est plus un rapport d'équilibre et de à quel point tu vas demander à quelqu'un d'utiliser, enfin, comment dire, de Bah, juste de faire un peu plus que sa part, en fait, quoi, c'est ça. Et en tout cas, de multiplier un type d'action dans lequel il est déjà un peu utilisé et voilà, sortir un tout petit peu de mmh. rôle, mais pas énormément. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Malo? Est-ce que parce que voilà, on tourne autour du pot avec Jalen Green, mais est-ce que tu penses qu'il y a une possibilité aussi qu'avec Jalen Green, ça se fluidifie, dans les matchs à venir, on va dire, quoi? S'il Bah revient effectivement, mais c'est toujours d'essayer, quoi. oui, ça va pour la première question. Oui, c'est sûr que c'est plus une question, ouais, d'accentuer, on va dire, le rôle de certains, entre guillemets, de voilà, juste augmenter leur production et ou certains aspects de leur jeu, les démultiplier. Après, voilà, c'est sûr que ça va être une question d'efficacité. Notamment, on a vu Grayson Allen qui est capable d'apporter cette qualité de drive. Notamment, il l'a très bien fait en fin de match contre les Nets où il met 2 paniers vraiment importants. Mais voilà, est-ce que sur tout un match, le faire, voilà, prendre 10 tirs, 15 tirs dans la raquette, ça va sûrement peut-être faire baisser son efficacité. Ça, on pourra pas le savoir, même si ça reste possible, mais c'est de toute façon, on n'a pas forcément le choix parce que, il nous manque de nos 2 créateurs principaux, offensivement et pour faire la liaison, oui, c'est sûr que Jalen Green ne peut qu'apporter, on va dire, ne peut qu'améliorer. En tout cas, c'est fort probable qu'il améliore cette liaison et cette création, parce que, c'est voilà, comme tu l'as dit, c'est le joueur le plus rapide de notre équipe qui peut faire la différence sur le premier pas très rapidement et même si c'est pas autant, voire pas du tout autant qu'un créateur comme Booker qui va vraiment, voilà, être, limite plus tourné vers la passe d'abord, créer des décalages, pour, ouvrir sur les extérieurs. Il va quand même créer des décalages, que ce soit pour lui, pour les autres de manière beaucoup plus proche. On a vu que sur les quelques minutes qu'il a joué, il avait quand même enfin, il y avait un bon début de liaison qui s'installait avec Oso et Kodaro, qui se trouvaient très bien tous les deux, que ce soit, voilà, en passé bas ou vraiment, juste, Jalen Green qui fait le décalage, qui attire l'intérieur adverse, qui pour servir Rosso. En tout cas, il y avait quand même de bons présages, là-dessus. Il y avait un début qui était intéressant. Donc est-ce que c'est une connexion qui peut être amenée à vraiment s'établir et à devenir une véritable arme, de l'attaque des Suns? À voir. Est-ce que c'est possible, c'est compatible aussi avec le jeu de Mark Williams? À voir également. Mais oui, c'est sûr que Jalen Green va avoir un rôle important. Il devrait revenir plus rapidement que Devin Booker. Voilà, ça fait déjà 2 matchs qu'il est questionnable. Les 2 derniers matchs, il n'a pas joué. Là, il est encore questionnable, pour le match de ce soir. J'ai oublié contre qui c'était. Mais, mais oui, il a un rôle à jouer et ça peut être, justement l'élément qui fait, directement lancer sa saison. En fait, il a pas le choix, il est directement responsabilisé. Et là où on le voyait sur les précédents matchs où il est revenu, où il avait des limites au niveau du temps, il jouait plus avec la rotation, et cetera, où il était quand même utilisé de manière plus secondaire. Là, il va pas avoir d'autre choix que d'être le principal créateur et ça peut, par contre, si ça marche bien, vraiment lancer sa saison directement et quand Booker revient, en fait, ça clique direct, quoi. Donc c'est un peu un «bien pour un mal» entre guillemets, c'est ce potentiel retour. Ouais. Enfin, un mal pour un bien plutôt. Oui. Encore une fois, voilà, il Ça faut sonnait croiser pas les bien doigts. comme je l'ai dit. Mais de toute façon, ça reste difficile, de se projeter. C'est vrai que enfin, moi, j'avoue que depuis le début de la saison, c'est quand même le truc qui me frustre, ouais, enfin, pas qui me tord, mais enfin, c'est vraiment le côté un peu quantique du truc. C'est-à-dire, évidemment, tu vois, s'il est là, tu vois, voilà, mais en fait, c'est tellement pas du tout, enfin voilà, on nous rassure, on nous dit: «Ah bah non, là, c'est pas si grave et tout machin, il va rejouer», ça on n'en sait rien, en fait, ça peut durer peut-être aussi longtemps que la dernière fois, donc c'est vrai que c'est assez perturbant. Moi, j'aimerais bien le voir vite à l'œuvre, ne serait-ce parce qu'encore une fois, moi, c'est un joueur que j'aime bien, assez spectaculaire et tout, donc c'est cool de le voir avec Cavalier des Suns, d'autant plus que les quelques matchs les quelques bouts de match, en tout cas, qu'il a joué étaient plutôt encourageants. Si on bascule peut-être du côté de la défense avant de parler d'autres sujets peut-être un peu plus hors terrain, mais quoique liés quand même. Hem, Moi, enfin, alors sur les 2 matchs, notamment là, les 2 derniers matchs, il y a des trucs qui m'ont un petit peu dérangé avec la défense, mais c'est des trucs qu'on voit un peu depuis le début de saison. Et j'aimerais peut-être qu'on parle de ça. Je sais pas si vous avez un avis, sur cette question-là, mais c'est vrai on s'est installé, alors notamment depuis le dernier épisode où comme, à un moment j'avais pris, comme, à témoin, on va dire les offensive et defensive rating des Suns au moment où on avait enregistré la première partie, c'est-à-dire le 1er janvier. Le 1er janvier, on était à peu près 13e, à peu près 12e
4e des 2 côtés et en fait, depuis, ça s'est vraiment accentué et on est devenu, on est passé vraiment, on s'est installé, on va dire plus précisément comme une très solide défense de NBA. On est dans le top 10 sans discontinuer. On a été même top 5 à un moment. Là, on est à peu près 7e et il y a un mouchoir de poche entre la 4e et la 8e place au niveau des ratings. Donc, on fait partie des grosses défenses de la ligue. On s'est installé comme ça. Comme on l'a dit dans l'épisode, ça repose surtout sur le sol, l'intensité, le fait d'avoir plus de possession que l'adversaire et donc, du coup, mécaniquement, de lui laisser moins de chance. Je crois qu'on a une des meilleures équipes de NBA sur le nombre de tirs total laissés à l'adversaire par match. Donc, ça en dit beaucoup. En revanche, moi, et notamment là sur les 2 matchs, mais depuis le début de saison, c'est un truc où je tique un peu devant la défense des Suns. C'est lié, à mon avis, évidemment, à l'idée même d'intensité et de hustle et de jouer les lignes de passe et d'être très agressif sur le porteur, mais c'est qu'on n'arrive pas du tout à défendre notre raquette, en fait. Enfin, moi, vraiment, j'ai cette sensation match après match que une fois que le premier rideau est franchi, c'est assez facile pour une équipe d'aller pénétrer dans notre raquette et d'aller marquer, enfin, d'aller en tout cas obtenir un tir au panier. Peut-être Malo pour commencer du coup sur ce sujet-là. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, déjà, c'est une question de matériel aussi. Tu pas vraiment de rim protector, vraiment important. Mark Williams peut dépanner, mais c'est un peu trop léger et il a parfois trop tendance à être un bateau sauteur ou se faire avoir à la moindre feinte ou des choses comme ça. Donc c'est sûr que, bah, c'est pas en tout cas un rim protector élite. Là, on avait un Kevin Durant depuis 2-3 saisons qui était, bah, vraiment pour le coup, très bon dans ce domaine et qui masquait quand même pas mal de lacunes, mine de rien, dans ce domaine et qui protégeait, tant bien que mal notre raquette. Là, c'est plus compliqué et bah, c'était une des interrogations du début de saison, comment allait se passer la défense. Il a décidé d'agir ça par, voilà, une grosse pression sur le porteur de balle, très haut sur le terrain, parfois même, tout terrain limite, où dès la remise en jeu, tu vas avoir un ou 2 arrières qui vont aller gêner cette remise en jeu. C'est sûr que, bah, ouais, ça t'expose derrière ou, bah, si le joueur, enfin le premier rideau se fait péter, il en reste moins derrière et en plus, c'est pas des joueurs, forcément, très, très compétents, dans ce domaine. Donc bah, c'est sûr qu'il y a des limites, que c'est frustrant et que tu perds quand même quelques matchs là-dessus, où, bah, les équipes en fait, te fixent et vraiment, bah, rentrent, assez facilement à l'intérieur, par des décalages. Et donc c'est sûr que c'est dommage et c'est un point faible, identifié, que ce soit je pense par le coaching staff lui-même mais aussi par les autres. Après est-ce que tu peux y faire quelque chose? Je sais pas parce que voilà, on a vraiment on prend beaucoup de plaisir avec cette équipe, mais voilà, on a quasiment oublié en fait que début de saison personne ne nous voyait en play-in. Donc bah, mine de rien, ouais, c'est sûr que d'un côté construction de l'effectif et qualité de jeu, c'est sûr que tu as des lacunes que tu peux pas forcément effacer comme ça, juste en les identifiant en fait. OK, on est conscient qu'on n'est pas bon là-dessus, mais bah, ouais, d'un côté, construction de l'équipe, d'un côté, choix tactique et organisation de la défense. Déjà de base, ce secteur-là est laissé, on va dire, plutôt libre et ouvert, encore plus avec la qualité d'effectifs qu'on a. Donc oui, c'est sûr que c'est pénalisant, mais est-ce que tu peux y faire vraiment grand-chose? Je suis pas certain. Après peut-être que le coach Lucas nous aura peut-être des pistes, pour débloquer ça, mais Non, mais ce que perso, tu ouais, dis je suis pas surpris et je vois pas ça mmh, forcément changer, enfin à part, on va peut-être en parler après, c'est Star, c'est parti. avec un changement à la trade deadline, où tu manques de taille, à l'intérieur, notamment au poste 4. Ouais, Royce O'Neal, tu vas pas lui demander de protéger la raquette, quoi. Oui, oui, non, clairement, effectivement, c'est lié aussi à ces thématiques-là. Et effectivement, il y a un côté, c'est ce que tu dis dans ton intervention là, juste là, Malo, de choisir son poison. Effectivement, aussi du côté défensif et de se dire, bah, c'est pas que tu l'abandonnes, mais tu sais que tu vas être moins performant. Après, alors je viens de regarder au niveau des stats parce que je m'étais pas vraiment intéressé, mais je pense que c'est lié aussi justement au fait qu'on laisse moins de possession, enfin moins de tirs au global aux adversaires. On n'est pas si mauvais que ça dans les points encaissés dans la raquette à l'échelle de la NBA. On est mid plus quoi. On est on va dire entre 9 et 15 quoi. Donc voilà. Toi, Lucas, quelle est ton opinion sur cet épineux sujet? Bah, moi, je partage complètement l'avis de Malo, hein. En soi, en NBA, au basket, de manière générale, bah, à partir du moment où tu
te renforce dans un secteur, t'en affaiblis mécaniquement un autre, quoi. Idéalement, voilà, on voudrait tous avoir des équipes où tous les mecs font 2,10 m et dribblent et shootent et défendent, mais c'est pas possible, quoi. Donc à partir du moment Ou juste où tu Victor joues... Wembanyama, hein. Juste Ouais. un dans la C'est défense. ça, où t'en non, as mais- 5, quoi. ou des défenses à la OKC justement où t'as vraiment beaucoup d'options différentes et de profils qui sont un peu polyvalents, quoi. Tu vois, il y a un peu ce côté-là. Nous, on reste quand même un peu limité dans une certaine mesure au niveau Ouais, des c'est ça, profils. mais c'est pour ça qu'eux, ils sont champions NBA et pas nous, quoi. mais, mais non, voilà, mais en règle générale, à partir du moment où, bah, de toute façon, l'effectif, il est ce qu'il est, hein, il est très petit de base, et tu te dis, bah, ok, de quelle manière est-ce que ça sera le mieux pour défendre? Bah, c'est de s'appuyer sur les forces des joueurs et se dire, ok, bah, on va jouer très petit, mais on va être très agressif sur les porteurs de balles, sur les lignes de passe, etc., quitte à se déplumer un peu dans un autre secteur sur lequel de toute façon on n'a pas le personnel pour être une défense d'élite, en tout cas dans ce secteur-là de la défense, quoi. Et chaque équipe, tu vois que bah, justement à un moment faut faire un choix. Tu vois par exemple Houston, ils se disent bon bah voilà, on va être très fort au rebond offensif, on va être très fort en pression sur le porteur. Bah, en contrepartie, tu perds énormément en shoot à 3 points, quoi. Et Oklahoma City, bah, il y a ce côté complet avec beaucoup de défenseurs très athlétiques et en plus des protecteurs de cercle. Mais bah c'est pour ça qu'ils sont aussi forts aussi parce que l'effectif est très complet sur tous les profils défensifs dont tu peux avoir besoin, quoi. Mais c'est vrai qu'avec l'effectif que tu as actuellement, les forces de tes joueurs, bah, c'est plutôt l'agressivité dans le périmètre, la capacité à aller mettre en difficulté le porteur de balle, etc. Bah ouais, les autres secteurs, t'es obligé de les déplumer si tu veux avoir cette efficacité-là dans ce secteur-là de la défense, quoi. Et on le voit, je veux dire, le match contre Atlanta, c'est un super exemple. Tu vois, le troisième quart-temps, t'as une intensité de zinzin en défense, quoi. Tu vas récupérer des balles de partout. Tu mets un run, même pas parce que t'attaques bien, mais parce que tu provoques des paires de balles dans tous les sens. Et c'est ça la défense que tu dois construire, parce que avec le personnel dont tu disposes, bah, c'est la meilleure défense que tu puisses construire. C'est le meilleur modèle défensif que tu peux avoir. Et tant pis si t'es moins performant dans un autre secteur et si t'es juste moyen, bah, juste moyen, c'est déjà très bien, en fait. Oui, c'est ça. Ouais, clairement. Et effectivement, il y a aussi un côté de ça fonctionne en fait. Il y a cette identité défensive et tout marquée autour de ces notions-là d'agressivité, de hustle. Elle a vraiment imprimé la NBA au point qu'effectivement, comme tu dis Malo, on a complètement oublié l'image d'une équipe un peu ouais les Suns, bof, voilà équipe dont on n'entend rien cette saison en NBA. Par contre, maintenant, on est vraiment l'équipe feisty chaque soir. Il y a embrouille un soir sur deux avec les équipes adverses parce qu'effectivement, en plus, enfin moi, c'est un truc qui m'avait frappé l'année dernière et donc du coup, je suis heureux pour en tant que supporter, enfin en tant que suiveur de cette équipe-là, de voir qu'on a relevé le niveau. Mais à quel point, notamment la saison dernière, c'était déjà le cas un peu la saison précédente. Mais en termes d'intensité, en fait, c'est ça, c'est que malgré tout, même la saison régulière, on dit souvent, enfin, il y a toujours souvent cette image de oui, la NBA actuelle, ça joue moins dur, quoi que ce soit. En vérité, si tu regardes vraiment les matchs, enfin, soir après soir en saison régulière, ça joue hyper dur en NBA, ça se bat sur chaque possession et tout machin. Et les mecs, alors effectivement, c'est pas comment dire, c'est pas toujours toutes les possessions, tous les matchs, il y a des équipes qui lâchent des deuxièmes mi-temps, des histoires comme ça. Effectivement, ça arrive. Mais globalement, quand tu as deux équipes qui viennent sur le terrain pour gagner, ce qui quand même arrive très souvent en NBA, on va dire, tu as quand même cette notion de combat qui est primordiale en fait, quoi. Et en fait, enfin, évidemment, il y avait un déficit énorme et on se rendait compte l'année dernière et l'année d'avant encore une fois. Pour moi, c'était un peu plus vieux que ça, mais qu'on était genre pas dans le bon ton, quoi, on va dire. Là, on est complètement dans le bon ton, au point qu'effectivement, on est une des équipes les plus reloues sur ce plan-là. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, pour les adversaires des Suns, c'est super chiant. C'est super chiant d'affronter Phoenix. Enfin, en tout cas, voilà, en tant que fan, tu te dis putain, mais il nous casse les boules. Enfin, t'as pas vraiment de possession bien tranquille et tout machin. Sur chaque ballon, sur chaque ce qu'on appelle les seconds ballons et tout quoi que ce soit, c'est les 50-50, c'est vraiment la guerre ouverte. Les mecs se battent à tous les niveaux. Donc ouais, enfin c'est con à dire parce que ça peut pas se limiter juste à ça et heureusement évidemment pour les Suns ça se limite pas juste à ça cette saison. Par contre, c'est vraiment tellement un ingrédient de base aujourd'hui, je trouve, dans la NBA actuelle. Terme c'est un peu générique parce que je pense que ça a toujours été le cas en fait en NBA. Il faut gagner cette bataille-là, ce combat physique face à l'adversaire. Et effectivement, ouais, à partir du moment où tu mets de l'agressivité, même si t'es un peu plus petit, même si machin, bah déjà t'es un peu dans le bon rythme par rapport à tout ça. Bah, je pense Euh, que c'est d'autant ouais, plus vrai sur une NBA où tu as des rosters plus profonds qu'avant, en fait, ouais. où justement le minutage des joueurs, même des superstars, il a énormément diminué Mhm. parce que justement, en termes d'intensité, tu as besoin de changer fréquemment les joueurs et d'en remettre qui reviennent et qui remettent du jus, quoi. Les Mhm. rotations où tu joues à 7 C'est vrai que joueurs, récemment, c'est c'est terminé, ça existe plus, quoi. Même des rotations à 10 joueurs, à l'échelle de la NBA, c'est presque court, quoi. Et en ouais. fait, tu construis ton effectif en fonction de ça aussi, quoi. Quand tu vois
des joueurs là qui sortent de nulle part là comme Jamar Bouilly ou Isaiah Livers là chez les Suns. Je dis bah ouais, effectivement, ils sont complètement dans le moule quoi. C'est des joueurs qui arrivent, qui sont direct dans la même intensité qu'il y avait avant. Et dès que tu as des joueurs du banc qui arrivent sur le terrain, l'intensité ne bouge pas d'un iota quoi. Et c'est hyper important mine de rien d'utiliser justement des joueurs de fin de rotation comme ça et de trouver en tout cas de façonner des role-players qui correspondent à ta manière de jouer. Parce que bah, des role-players, mine de rien, ça coûte cher en NBA. Quoi. Si tu te dis, OK, ah bah machin est un bon role-player dans telle équipe, j'aimerais bien le mettre dans la mienne, bah vas-y gros, ça va te coûter 15-20 millions. Quoi. Alors que si tu arrives à sortir des joueurs de nulle part et à te fabriquer des role-players, comme par exemple avait fait très bien su le faire Toronto, qui a été une des premières équipes à vraiment valoriser sa G-League en s'en servant pour créer un modèle de joueur et non pas pour tester vraiment 15 000 joueurs qui vont tous essayer de prendre 40 tirs par match et plutôt se dire bah notre équipe 1, elle joue comme ça, notre G-League, il faut qu'elle joue comme notre équipe 1 et qu'on arrive vraiment à ce que les joueurs, quand ils sortent de la G-League, ils sont déjà dans le moule de ce qu'on demande pour l'équipe 1. Bah là, concrètement, la manière dont les Suns utilisent la G-League et la manière dont ils utilisent justement ces joueurs de rotation 11, 12, 13, bah c'est vraiment dans un délire. OK, l'équipe Fagnon, elle joue comme ça. On va façonner des joueurs qui vont jouer exactement de la même manière. Comme ça, s'ils rentrent pour 5 minutes, bah c'est 5 minutes où ton intensité, elle baisse pas. Si du jour au lendemain, il y a un blessé ou il y a un absent, ils doivent jouer 15 minutes. Ils sont prêts à jouer 15 minutes aussi, quoi. Et en fait, cette utilisation de la profondeur de l'effectif, je trouve que c'est vraiment une des clés de la NBA actuelle de se dire que bah maintenant, tu as des rosters de 15 joueurs plus 3 contrats bonus, donc tu es quasiment sur 18 joueurs, là où avant, tu en avais que 12. Et en fait, bah, c'est là-dessus qu'il faut bien les utiliser, quoi, de se dire que tous les joueurs, ils doivent venir et mettre vraiment le même niveau d'intensité que les titulaires, que les remplaçants, que les absents, etc., quoi. Et la NBA moderne, pour moi, c'est beaucoup plus ça, en fait. Carrément. Mais Et c'est beaucoup plus un modèle à l'européenne de justement équipe 1, équipe 2, quasi centre de formation où bah, justement ouais, t'essaies de fabriquer le même jeu. Et ça, Phoenix, là, pourtant, même s'ils sont très très jeunes en G-League, l'a très vite compris de cette manière de fonctionner, quoi. Bah la G-League pour le coup, c'est une équipe qu'on a quand même très très longtemps sous-utilisée au point qu'au bout d'un moment on a même fini par vendre il y en avait l'équipe aux pas, oui, Pistons. il y en avait Quoi. pas. Donc, Non, clairement. Et effectivement, pour prolonger un peu ce truc-là, on voit que ce modèle-là, c'est le modèle aussi qui fonctionne vraiment, vraiment aujourd'hui en NBA. Même au point justement de descendre un peu sur les playoffs. Moi, j'étais très surpris l'année dernière de voir que les 2 équipes qui sont arrivées en finale étaient avec des rotations justement de 10 joueurs pendant les playoffs. Ça se voyait, enfin, c'était plus du tout le cas. Enfin, en tout cas, c'était pas du tout le cas sur les années précédentes. Enfin, en tout cas, moi, depuis que je suis à NBA, c'est pas vraiment le cas. Effectivement, les rotations se réduisent vraiment en playoff et tu te retrouves avec 7-8 joueurs qui jouent pas plus. On se souvient que, par exemple, quand Denver est champion, il y a 7 joueurs qui jouent sur la campagne. C'était il y a pas si longtemps que ça. Enfin, allez, 8 en comptant Jeff Green, mais il y avait vraiment des bouts de minutes déjà à l'époque, quoi. Et du coup, moi, enfin, vraiment, l'année dernière, que ce soit les Pacers, que ce soit OKC, pendant toute la durée de la campagne de playoff, ils ont une rotation autour de 10, en allant chercher des fois des mecs justement un peu sur le côté. Justement, tu vas rechercher un peu de jus parce que bah, le machin est cramé, mon 8e, 9e est cramé, donc je cherchais le 11e, 12e, et que ça fonctionnait assez bien. Et qu'effectivement, ce modèle-là, comme tu dis, qui était à la base un peu initié par Toronto, qui a fait monter même des joueurs qui ont pris des dimensions de fou, parce qu'il faut se rappeler qu'avant de devenir un All-Star et tout machin, Pascal Siakam, c'était un joueur qui a percé en J-League, quoi. Donc oui, d'une manière générale, l'état d'esprit de l'équipe, effectivement, colle bien à ce qui fonctionne actuellement en NBA. Donc ça, c'est effectivement des trucs qui sont assez encourageants. Il y a aussi la qualité des joueurs. Après, justement, là, dans la situation actuelle, est-ce qu'on peut mieux, est-ce qu'on espère mieux que ça sur peut-être encore avec les jeunes, justement, avec Rasher Fleming et tout, qui commence de plus en plus à apparaître dans la rotation. Mais déjà, en fait, on va dire, justement, t'as cité ces noms-là, les Livers, c'est Bouillet, c'est des super bonnes pioches. Il y a la capacité de le faire en termes en fait, il y a l'état d'esprit et puis il y a la capacité de le faire, quoi. C'est ça que je veux dire. Je sais pas si si c'est possible de sortir encore d'autres diables de cette boîte-là, nous, de notre côté, tu vois, sur cette idée-là, en se disant que tu rajoutes encore t'injectes des joueurs depuis la G-League. Enfin, je sais pas. Là, dans le temps actuel des choses, de toute façon, l'effectif, il est bouclé. Mais justement, justement, pour passer un peu à la suite, messieurs, comment vous voyez les choses là dans les semaines qui arrivent, puisque finalement, donc par rapport aux objectifs de début de saison qui étaient, on verra bien, on va voir ce que ça va donner, on va essayer de donner du temps de jeu à des joueurs pour essayer de respirer, enfin faire des trades, récupérer des assets, voir un peu comment ça se passe. Là au point où on en est aujourd'hui, il y a quand même un espoir très très concret de disputer les playoffs. On est toujours dans cette zone là autour de la 7e place et plus près de la 6e que de la 8e.
est-ce que, question de base, est-ce que selon vous, les Suns doivent être actifs sur le marché de la trade deadline plutôt dans un objectif de se renforcer ou plutôt dans un objectif de justement valoriser justement ces trade assets là actuellement et essayer d'en tirer quelque chose? Peut-être Lucas pour commencer là-dessus. Bah, en soi, je veux dire, il y a Yanis Antetokounmpo qui est disponible, tu serais quand même pas bien malin de pas être actif, hein. C'est pas une occasion qui se présente tous les ans qu'il y a un des 2 meilleurs joueurs du monde qui soit sur le marché, hein, donc non, après, je veux dire, t'auras probablement pas un package de luxe à proposer, quoi, mais en soi, ce que t'as récupéré en échange de Kevin Durant, bah, tu peux le reproposer en échange de Yanis Antetokounmpo, hein. C'est quelque chose qui me semblerait pas absurde. Je pense que, de manière générale, le front office a été un peu refroidi par l'échec justement de cette période superstar, Durant Bill et que, ils ont bien compris que la fanbase des Suns avait été assez déçue de lâcher une équipe justement de soutien pour faire venir des superstars et que si ça se reproduit à nouveau, c'est un coup à encore tout péter, te mettre ton public à dos. Mais en soi, ouais, tu serais quand même pas bien malin de pas aller prendre la température, je pense. C'est ça, tu dois être actif dans tous les cas, pas forcément faire beaucoup de moves, mais regarder ce que tu peux faire, pister, lancer des appels, tout ça. Et même, voilà, tu parlais de Giannis, il y a Ja Morant aussi qui est disponible, pas forcément prendre Ja Morant ou Giannis, mais au moins se positionner peut-être en 3-4e équipe, faciliter le truc et en fait, au final, tu te retrouves avec un joueur et 6 mois après, on se dit: «Putain, les Suns, ils ont récupéré ce mec, en lâchant Nick Richards, un second tour». En fait, ils se retrouvent avec un titulaire, au poste 4 ou quelque chose comme ça, donc il y a de quoi être actif parce que tu cherches forcément à améliorer l'équipe sans sacrifier non plus, sans faire de trade où tu sacrifies le peu de tours de draft qui te reste ou les éléments vraiment utiles de ton roster. Si c'est pour ne rien obtenir en garantie, tu peux être emmené à trade pour Royce O'Neal, pour Grayson Allen, pour des joueurs comme ça. Si tu es sûr d'obtenir quelque chose qui vaut le détour, ensuite je pense que tu pas du tout dans l'obligation de les vendre. Tu es juste en mode on tâte le terrain, si vous voulez, ils sont disponibles, qu'est-ce que vous nous proposez? Non, ça nous plaît pas, bon, on garde comme ça, on est très bien, on se plaît bien. Le joueur qui doit partir dans le sens où il est pas utilisé et on ne peut qu'obtenir quelque chose de mieux, c'est Nick Richards, avec peut-être un Nigel S. Davis qui est attaché à lui, peut-être pour faciliter des transferts dans certains cas. Le profil, c'est assez évident, c'est un poste 4 plutôt physique, plutôt justement qui pourrait par exemple peut-être, améliorer un peu notre défense de la raquette avec un profil plus longiligne, plus athlétique. Mmh. Après en nom, je sais pas vraiment, je vois qu'il y a du Gershon Yabusele qui Ouais, c'est ça, circule, en ce moment. c'est ça, ouais. Mmh. C'est pas déconnant dans le sens où, si ça marche pas en soi, tu ne changes pas ton effectif et c'est pas grave. Et dans le sens où si ça marche, si on recommence à retrouver le Yabusele de la saison dernière, par contre, tu peux vraiment apporter une plus-value à ton équipe, et en plus alterner, de ton jeu vraiment avec beaucoup d'extérieur, mais justement avec des sessions à 2 intérieurs plus, un Ryan Dunn ou un Dillon Brooks au poste 3 qui vraiment te fait gagner en taille, en physique, qui peut être intéressant sur certains match-up. Par exemple, contre le Heat, où on voit qu'on est pris, physiquement quand même, on est bien bousculé physiquement par cette équipe. Tu arrives à mettre ce genre de line-up, tu peux leur poser des problèmes, quoi. Donc, c'est pour moi le genre de profil que tu as envie d'aller chercher. Après, oui, rester actif, lancer des coups de fil, être ouvert à toute proposition, dans le sens où, si tu arrives à te glisser dans un deal pour vraiment améliorer en lâchant peu ou tu lâches un Grayson Allen qui prend une belle valeur, mais Mmh. justement en obtenant un joueur qui va vraiment te faire passer un cap entre guillemets, c'est pas du tout déconnant. Ouais, je pense que de toute façon, effectivement, il y a pas mal de possibilités, ne serait-ce que le fait que justement on soit repassé sous le premier apprendre, ça nous donne de la flexibilité sur les packages qu'on peut montrer. Bon, Lucas, tu quand même un petit peu contourné la question quand même, parce que certes, Yanis, on est tous d'accord, hein, évidemment. Moi, tu vois, à part Booker, moi, je suis prêt à donner tout l'effectif. Tu vois, j'aime beaucoup Ryan Dunn, y a pas de problème. On est n'importe qui, y a pas de problème. Vous voulez 8 joueurs pour Yanis, les quelques draft picks de 30 2031 qui nous restent. De toute façon, voilà, On se débrouillera avec Jamare Bouillet en c'est ça, titulaire, voilà. J'avais Bouillet, Booker, et voilà, et Yanis. Non, évidemment, c'est un joueur tellement incroyable que, évidemment, si t'as une possibilité de sauter là-dessus, tu fonces, évidemment.
Comme tu dis, c'est un des 2, ouais 3, ça dépend, tu vois? Bon, je Ouais. suis Puis en plutôt plus plutôt dans la team 2, mais voilà, oui? En plus, c'est compatible avec ton type de jeu et en plus, ça comble largement tes lacunes de ce qu'on En fait, parlait tout à l'heure. je voulais Donc, rebondir là-dessus, c'est-à-dire que là, on est vraiment dans le scénario plus de: «Ah ah bah oui, ouais. on avait un petit problème de taille et tout machin, on avait un petit problème à l'intérieur et tout pour fermer les trucs». Bon, bah là, c'est bon, le problème est réglé. Mais bon, dans une perspective un peu plus réaliste, est-ce que justement, je te repose la question comme ça, on va dire Lucas, mais justement, c'est intéressant avec le profil de Gershon notamment, Gershon Yabusele. Est-ce que les Suns doivent un peu essayer de trouver ce profil-là de grand ailier? J'allais dire à tout prix, c'est pas forcément le bon truc, mais en tout cas, être vraiment très agressif là-dessus, tenter des choses, on va dire, parce que là, ça fait vraiment défaut à leur effectif. Est-ce que selon toi, il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus? Oui, c'est le spot où tu dois rééquilibrer ton roster. De toute façon, tu as quand même beaucoup de profils assez redondants à l'extérieur et c'est pas trop grave si tu perds un des joueurs dans ce secteur, quoi, que ça soit O'Neal, que ça soit Allen, que ça soit même Brooks, voire Jalen Green, tu vois? C'est des joueurs de toute façon, on est déjà sur un spot où les mecs, ils sont 6 pour, techniquement 2 ou 3 postes, tu vois? Donc c'est trop, c'est trop. En soi, si tu perds un de ces joueurs, c'est pas grave, ça va pas déséquilibrer ton effectif. À D'autant moins, je te contrario coupe, sur je suis désolé, je te je coupe, t'en mais prie. d'autant moins qu'on a vu que les backups arrivent à suivre, hein. Bouillet, c'est vraiment un très bon exemple. Quand il Absolument. est pas là, il est pas là, mais quand il est là, bah, c'est pas mal en fait, c'est Oui, intéressant. et, Donc, et par exemple, derrière lui, si Bouillet doit prendre un rôle plus important dans ce rôle de joker de luxe, un Kobe Bryant ou quoi peut, je pense, dépanner sur 5 minutes par match, il n'y a aucun problème. Ouais, ça, après, je pense que, tu vois, il a pas non plus énormément joué. Il faut pas ah oui, tirer des oui, plans sur la comète non plus en se disant, vas-y, c'est pas grave si on a plus de Jalen Green, on a Jamir Bouillet, tu Oui, vois, non. c'est faut pas s'enflammer non plus, tu vois. c'était pas l'idée, mais Mais en plus de soi, dire, ouais, voilà. c'est. Mais disons que voilà, de toute façon, tu le savais dès le début de la saison que là, déjà, avant même le retour de Jalen Green, tu es déjà en train de voir comment tu peux boutiquer tes line-up pour donner des minutes à tout le monde. Et tu te retrouves vraiment avec des 5 minuscules où c'est des joueurs de moins de 2 mètres qui jouent poste 4, etc. T'as un problème d'équilibre, tu le savais dès le début de la saison, quoi. Et c'est vrai que la piste Yabusele, elle a énormément de sens. Déjà parce que Yabusele avait énormément de sens l'été passé, mais surtout pas parce que Nick Richards, maintenant, avec l'arrivée de Malouak et celle de Mark Williams, l'émergence de Ighodaro, il a de toute façon plus de minutes. C'est un joueur qui est transférable, c'est vraiment une soustraction que tu sentiras même pas du tout, quoi. Ouais, clairement. Donc après voilà, c'est un petit contrat, donc il permet pas d'aller chercher des méga joueurs non plus. Mais en soi, là le truc c'est surtout que Ryan Dunn depuis le début de la saison, la progression est pas vraiment là. Après il faut quand même se montrer patient avec lui. Il avait fait une bonne saison rookie. C'est un joueur mine de rien qui est drafté fin de premier tour avec les tickets de prospect assez bruts. Donc dans tous les cas, on peut pas se dire juste parce que l'équipe elle est meilleure cette année, pardon, et qu'il y a eu un changement de coach en plus avec lequel pour le moment ça colle moins que ça collait l'année dernière, tu peux pas te dire bon vas-y on jette le bébé avec l'eau du bain, là c'est bon l'équipe elle est forte, toi t'es pas assez fort, tant pis. On a du temps encore, on a du temps Je avec suis Dunn, d'accord avec ça. mais c'est vrai que pour cette saison, pour le moment ça colle pas des masses. Il était titulaire au début, petit à petit il perd ses minutes, les passages de Livers ça lui gratte encore plus de minutes. Mine de rien, il va quand même falloir qu'à un moment il y ait une petite progression. Ça serait dommage qu'elle arrive qu'en année 4, tu vois, alors que dès l'année 2, l'équipe elle commence à performer. T'as un gars comme Ighodaro qui vient du 2e tour, qui lui est très en avance sur ses temps de passage par rapport à Dunn, qui est juste, on va dire, dans les temps de passage, hein, il est même pas particulièrement en retard. Ouais. Oui, Mais c'est l'équipe pas est très forcément en une avance sur ce régression qu'elle en devait plus. être, quoi. C'est juste, voilà, il progresse pas comme on l'aurait souhaité, comme on l'aurait peut-être imaginé, mais c'est pas non plus Ouais. une régression où il perd fondamentalement ses qualités. Non, et puis l'utilisation est méga différente. Tu vois, l'an dernier, c'était une équipe très lente qui faisait beaucoup de demi-terrain. Donc c'est vrai que le fait d'être un stopper, de porteur de balle sur demi-terrain, c'est très bien. En attaque, c'était vraiment mets-toi dans un corner et attends. Là, cette année, on lui demande quand même d'être beaucoup plus dynamique dans une équipe qui elle-même est plus dynamique. Donc il doit quasiment tout réapprendre. C'est presque une année rookie pour lui, hein. Ouais. Le Mais système en a vraiment soi, joué. là, pour en revenir à ta question, Rod, c'est vrai que sur ce poste 4-là, c'est clairement le poste faible du roster à l'instant T, quoi. Et si tu dois te servir de certains contrats que tu as pour aller chercher des joueurs de niveau équivalent, par exemple un équivalent, on va dire, de Grayson Allen ou de Royce O'Neal, mais sur un poste qui te serait plus utile, ça serait bête de pas le faire maintenant, quoi, Oui, parce que c'est un joueur qui, quoi qu'il arrive, te ou un sera joueur utile comme par la ça, suite. un profil de la Obi Toppin ou un joueur de ce calibre-là, border titulaire dans une bonne Ouais. équipe, ouais, Mais clairement, c'est ça, voilà, t'as joueur pas, 20-25 minutes, quoi. t'as clairement pas à une idée, quoi. C'est ça, effectivement. En plus, ça c'est pas si difficile dans le profil de trouver ce type de effectivement joueur grand entre 2,5 m et 2,10 m qui soit un peu dans le thème au niveau de l'intensité. Ah, ça coûte des sous, des joueurs comme L'énergie. ça, hein. Alors ça, effectivement, je dis pas le contraire. Toutes Mais du coup, les effectivement, équipes en veulent, non, hein. mais d'où ce que tu disais d'ailleurs tout à l'heure, Lucas, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas le type de joueur, à mon avis,
ou alors sauf vraiment bonne pioche et tout machin, que tu peux avoir avec le contrat de Nick Richards, même en greffant celui de Nigel Davis au hasard. C'est effectivement plus dans le range des contrats de Royce O'Neal. Donc Royce O'Neal, je crois que c'est 10-11 millions la saison, de Grayson Allen qui est à 16 millions, de Dillon Brooks qui est au-dessus de 20 millions et tout machin. Donc effectivement, C'est ça. Mais disons que tu vois, par exemple, une équipe comme les Rockets, qui elle, au contraire, a beaucoup de profils très redondants, au contraire, sur les joueurs de grande taille et qui manquent beaucoup de shooters. Tu sais que ça peut être un partenaire de trade où effectivement chaque équipe pourrait combler les manques de l'autre, quoi. C'est vrai, Après, mais ils ont perdu Steven Adams, donc malgré tout, est-ce qu'ils vont se déshabiller Ça à va l'intérieur, peut-être je suis pas sûr. changer, ouais. Ouais. Ça bah, peut ils être- effectivement, vont sur le prendre Nick papier, t'as Richards, voilà, et puis basta. Il va vous Problème prendre réglé, des là. rebonds, les gars, là, c'est Prends des rebonds, magnifique. à 3 d'air bon. Non, mais même pour en revenir à ce qu'on disait au début, au-delà du fait de chercher à se renforcer en allant chercher des joueurs, il y a des contrats que tu peux céder et c'est aussi le moment d'aller chercher des assets des tours de draft, quoi, chose qu'on n'avait pas Question l'été suivante, en dernier. effet. Et on avait dit au début de la saison, quand la trade, en tout cas je l'avais dit, quand la trade deadline arrive, peut-être que tu seras au-dessus des attentes. C'est pas pour autant qu'il faut se leurrer, quoi, et de se dire, non, t'es quand même sur l'année 1 de ta reconstruction, ou en tout cas de ton retool. Si jamais il y a une occasion de se séparer d'un joueur que de toute façon tu fais jouer qu'une vingtaine de minutes et de récupérer du pic à la place, il va falloir le faire, hein. Mais Même si ça me briserait le cœur pour certains joueurs, il faut le faire, il faut être malin à un moment, quoi. Non, mais c'est assez marrant parce qu'effectivement, c'est exactement, moi je me souviens très bien parce que c'est un épisode qu'on a fait ensemble là qui était sur les prédictions, les hot takes sur l'échelle de Nash, et où c'était la question, c'était autour de Royce O'Neal et de Grayson Allen. Et effectivement, on est exactement dans cette situation potentielle que tu avais décrite à l'époque de l'équipe elle surperforme par rapport aux attentes, le groupe vit bien, tient bien, est cohérent et quoi que ce soit, et on se dit ce serait quand même un peu dommage machin. Et c'est vraiment ça en fait. Et bon, on l'a vu venir, hein, ça fait quelques semaines, sauf que là on y arrive en fait. On arrive dans la zone où en fait, si on doit s'en séparer, leur valeur elle a vraiment augmenté. En plus, on en avait un peu parlé à ce moment-là. On s'était dit, là la valeur de Royce O'Neal elle est pas au plus haut, même celle de Grayson Allen elle a été plus haute. Là, c'est difficile d'imaginer que leur valeur puisse être plus haute que maintenant. Pour l'un presque comme pour l'autre, même si Royce O'Neal il a un petit peu plongé depuis quelques semaines, mais il reste quand même très valuable, tu vois. Et ça reste un des meilleurs shooters à 3 points de la ligue cette saison. Donc ne serait-ce que ça, c'est tradable en soi, tu vois. Donc effectivement, on est vraiment pile dedans, pile à ce moment-là. Et donc avec cette fameuse question de la suite, c'est-à-dire donc déjà la draft qui arrive, la suite où la question va se reproduire année après année, où on a très peu de pics à nous dans les années qui viennent. Je crois même aucun. En fait, dans le meilleur des cas, on a des swaps, donc on récupère le tour de l'autre équipe si elle est classée mieux que nous, on va dire. C'est ceux de Washington généralement, donc en soi Oui, c'est ça ça. revient à ce que Effectivement, à garder entre guillemets. notre. Alors sur celui de cette année, moi j'ai pas bien compris parce que j'ai vu plusieurs trucs différents, mais il me semble qu'il est, enfin il y a une autre équipe impliquée et que du coup je sais même pas si on le récupérerait au final, quoi. Je sais pas si vous avez compris ce qui se passait avec le pic qu'on a cette année. C'est peut-être le poser la question. Je me suis pas encore penché dessus. Qui regarde Pour être honnête. au moment où on parle. Et donc pour continuer à meubler pendant ce temps-là, et peut-être Malo, tu vas pouvoir en parler pendant que Lucas en parle. Toi, quelle est ton opinion là-dessus? Est-ce que t'as basculé un peu, tu te laissais séduire par le fait de quand même cette équipe elle est bien? Parce que moi pour le coup, je suis vraiment un fanboy premier degré. Je kiffe trop cette équipe. J'ai trop envie de voir ce qu'elle va donner jusqu'au bout. Et ça me ferait chier en fait de la trader maintenant, juste sur un truc de court terme, d'immédiateté, même pas de court terme, d'immédiateté, quoi, vraiment. Évidemment, vous auriez pas de mal à me convaincre si un trade arrivait de la pertinence du truc. Mais dans l'état actuel des choses, moi, j'ai pas envie de me séparer de ces joueurs que j'aime, en fait, parce que voilà, l'équipe me fait kiffer, tu vois, dans sa forme actuelle. Je sais pas ce que t'en penses, Thomas. Oui, il y a ce truc de t'as pas envie de bouger et c'est pour ça que je suis plus dans le sens où t'es pas fermé à des trades en maintenant notre équipe elle est très bien, on reste comme ça. Parce que faut être honnête, on voit justement, notamment avec la blessure de Booker et de Jalen Green, ton équipe a quand même vachement de limites et est limitée justement à ce plafond, on va dire, de playoffable. Voilà, on est passé très vite de justement de zéro entre guillemets d'un projet total de reconstruction à une équipe de playoffable. Après, la marche au-dessus est beaucoup plus haute à passer. Mais voilà, c'est plus dans un sens où si une équipe arrive et te fait une très bonne proposition pour un Grayson Allen, un Royce O'Neal ou autre, parce que en fait elle a besoin de shoot, c'est ce qui pourrait lui faire gagner 2-3 places au classement et en play-off lui permettre de gagner des matchs. Et est prête à se sacrifier d'un profil qui nous ferait extrêmement du bien. Je sais pas, je parlais d'Obi Toppin, un John Collins ou un Bobby Portis, ou enfin des joueurs de ce calibre-là qui en plus niveau côté énergie, dépenses, je pense s'intégrerait vraiment très bien à l'équipe. Après, ouais, c'est sûr que
pour moi, s'il y a pas du tout d'obligation dans le sens où, ah bah non, en fait, ouais, on s'était dit que faut maximiser la valeur de ces joueurs, la valeur est maximisée, tiens, faut à tout prix trade Grayson Allen. Pas forcément dans le sens où, bah, tu pas de pression que ce soit, de résultats cette saison ou sur les prochaines saisons et en fait, tu as tout sauf envie de péter le début de dynamique que tu es en train de créer et donc à voir. Ouais, finalement, c'est pas si simple que ça à trouver comme équilibre dans la situation actuelle. Lucas, est-ce que tu as trouvé, l'info sur notre pick de draft? Oui, on a non, on en a pas. Dans le pire des cas, le moins favorable de tous les picks, il irait à Charlotte. D'accord. Donc effectivement, donc alors, est-ce que c'est permis par le fait que du coup on a récupéré un pick l'année dernière? Parce qu'en théorie, t'es pas censé. Alors j'avoue, je sais pas vraiment comment ça fonctionne, mais le fait qu'on était obligé de swap ces picks-là et pas de les échanger directement, c'est parce c'était 1 an sur 2 et donc on avait donné nos picks des années Ouais, impaires. alors, ouais, Vas-y, le vas-y. 2027, il est à Houston ou Ouais, via en direct, ouais. Brooklyn. Ouais, Donc ouais. c'était le transfert de Kevin Durant. Mmh. Mais là, du coup, ouais, celui de 2025, il y a un swap potentiel Phoenix-Washington, donc le moins favorable. Mais là, c'est du Puis un swap potentiel Memphis-Orlando-Phoenix-Washington. Puis un swap potentiel Memphis-Phoenix-Washington-Orlando. Puis dans tous les cas, Phoenix à Charlotte. d'accord. Donc de toute façon, effectivement, Dans tous les cas, il y a Il y a toutes les que équipes de la chier. ligue qui ont été citées. toutes les équipes de la NBA passent avant nous pour ce pick-là. OK. Donc oui et alors, donc du coup, je te pose la question, en enchaînement de ça. Est-ce que selon toi, il faut qu'on aille chercher du pick, ne serait-ce que pour cette draft-là qui arrive, là, dans la draft 2026? Bah, s'il y a une équipe qui a du pic à te donner et qui est intéressée par O'Neal ou Allen ou Brooks ou Jalen Green, oui, effectivement, il faut y aller. Hein. C'est pour lui, de toute façon, tu n'as pas besoin de tous ces joueurs à la fois. Donc On en revient à ce que tu disais. pour moi, c'est assez évident. S'il y a une équipe qui vient et qui te dit bah, je suis prêt à te donner un premier tour, autant de premiers tours pour tel ou tel joueur, bah, il n'y a pas de problème, tu dis oui. Quoi. Mais disons qu'après, bah, tout dépend du marché aussi. Quoi. On a vu, par exemple, au moment où les San Antonio a fait venir des Aaron Fox, on s'est dit, ah ouais, putain, il est pas si énorme, le package pour Fox, ils ont pas tant donné que ça. Et tu vois, 1 an après, le package pour Trae Young, il n'y a même pas un tour de draft dedans. Quoi. Donc c'est vrai que ce qui est disponible et les interlocuteurs que tu trouves, bah, c'est ça qui dicte aussi ce que tu peux avoir. Quoi. C'est vrai. Si des joueurs comme O'Neal ou des joueurs comme Allen, ils vont de toute façon intéresser que des équipes playoffables. Quoi. Une équipe qui n'est pas playoffable n'a pas réellement d'intérêt d'ajouter ce genre de joueurs. Mais en général, bah, les équipes playoffables, elles ont déjà fait pas mal de trades, donc elles ont pas forcément de pic. Donc voilà, il faut juste que tu trouves le partenaire idoine. Mais oui, vas-y Malo. Il y a ce côté où justement, comme t'es pas du tout dans l'urgence de trade, justement, tu peux faire monter ses valeurs en augmentant le nombre de picks demandés. Là où bah, Trae Young ou notamment De'Aaron Fox, c'était moins le cas, mais notamment Trae Young, où bah, en fait, c'est juste tu le trades pas, tu n'obtiens rien du tout. En fait, tu le laisses partir libre à la fin de saison. Donc il y a aussi cette détail-là à prendre en compte où en fait, ouais, t'es pas du tout en l'état obligé de vendre tel ou tel joueur pour le garder. Après, il y aura quand même des questions contractuelles aussi à voir au niveau de cet été. Il y aura l'expansion de Collin Gillespie qui est presque incontournable. À voir comment tu arrives à agencer ça aussi au niveau finance, quoi. Bien sûr, plus celle Ouais, de après, Marc c'est le Williams bon aussi. moment parce que je pense que c'est le bon moment parce que justement, bah, leurs contrats sont assez longs encore. Quoi. C'est vrai que quand tu es prêt à mettre un tour de draft pour un joueur et que bah, au final, il fait qu'une demi-saison et une campagne de playoff et qu'après, tu l'as plus, bah, c'est cher payé. Tu vois, par exemple, c'était quoi Boston quand ils ont fait venir Fournier? Bah, tu te dis, ouais, effectivement, c'était un bon ajout, bah, sauf qu'à la fin, Fournier, il reste pas. Quoi. Il a fait 3 mois chez toi et ça t'a coûté un tour de draft. C'est pas l'affaire du siècle. Quoi. Donc en général, quand tu as des joueurs qui ont encore 2 ou 3 ans de contrat, ouais, ça a quand même plus de valeur, quoi. Ouais, c'est vrai. Oui, Bah, c'est du clair. coup, Ça c'est la même peut chose pour aider un trade, quoi. ils ont tous les 2 encore 2 ans de contrat, hein, c'est jusqu'à 2028 pour O'Neal comme pour Grayson Allen. Donc effectivement, il y a cette garantie-là. Mais je retiens effectivement, et je suis complètement d'accord avec ça, dans la situation actuelle, au moins c'est un peu le luxe qu'on a. Certes, on est vendeur, en tout cas, on est intéressé, on est à l'affût. Mais par contre, effectivement, il y a aucune urgence. Et en fait, nous, ça nous convient très bien. Je pense que ça convient très bien à l'encadrement de l'équipe. Oui, ça, c'est vrai, ouais, ça. Et donc, du coup, il y a quand même moyen de faire monter les enchères. C'est-à-dire que c'est à quel point les équipes qui sont intéressées par ces profils-là vont être justement prêtes à donner pour les obtenir, quoi. Et effectivement, le profil de Grayson Allen notamment, c'est assez intéressant et c'est un truc qui peut fonctionner. Enfin, je veux dire, quoi, il y a autour de 16 millions la saison. C'est tout à fait honnête pour ce qu'il apporte sur le terrain. Donc, je pense que ça peut intéresser pas mal d'équipes. Alors, effectivement,
comme tu dis, ouais, c'est aussi en fonction de l'équipe et des assets qu'elle a à proposer elle-même. Est-ce qu'elle a encore des tours de draft, notamment immédiats, à proposer, et comment ça peut se combiner? Après, il y a un truc qui est aussi peut-être intéressant à prendre en compte, c'est justement, en fait, ouais, vous commencez à être intéressé pour ce genre, rendez-vous cet été. Et Mmh. peut-être que justement, tu paries sur le fait que tu Ou fais quand rendez-vous à la même draft? une off-saison, ouais, soit à la draft, Mmh. soit en fait, tu fais une off-saison, que ce soit play-in ou play-off, tu fais 1 ou 2 tours. Et en fait, tu as Grayson Allen, en fait, on va voir qu'il va mettre 20 points dans la série. Et là, pour le coup, la valeur va encore augmenter. Après, c'est prendre des paris ouais, sur prendre des paris quand même risqués, mais dans le sens où tu es pas forcément obligé de trade dès cet hiver. Tu peux laisser un peu de temps pour espérer augmenter encore plus la valeur pour une équipe qui aura raté ses playoffs et qui va se dire: «Ouais, il nous a manqué ça». En fait, il y a un joueur qui coûte 15 millions la saison qui, en fait, apporte pile ce qu'on demande, comme le Magic l'a fait pour Desmond Bane l'été dernier, ou des choses comme ça, où en fait, tu peux vite te retrouver avec un package qui est quand même assez lourd pour ce genre de joueur, ce genre de profil, quoi. Mmh. Ouais, en tout cas, c'est le mieux qu'on pourrait espérer, et on a Mais effectivement c'est très optimiste. aucune logique à séparer d'eux, pour un package justement qui soit pas très alléchant pour nous, quoi. Effectivement, c'est ce qu'on peut retenir. Et écoutez, messieurs, ça me semble assez complet. Est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter là, globalement, sur les Suns, ou sur autre chose? C'est vrai qu'on peut peut-être dire un tout petit mot, mais c'est vrai que c'est un peu particulier, de la situation aux États-Unis. Moi, pour tout vous dire, c'est vrai que je me dis qu'il est pas impossible qu'à un moment ou à un autre, la saison elle soit mise en pause, ou quoi que ce soit, si ça part vraiment en sucette. Clairement, on est dans une situation qui est très inquiétante sur le côté politique, qui est même dramatique effectivement, parce qu'il y a des morts qui sont tués donc par des agents assermentés, quoi. C'est quand même très, très grave. C'est vrai que c'est un positionnement qui est assez difficile. Nous, dans nos effectifs, je crois qu'il y a que Oso Ighodaro qui a un peu pris la parole sur ce sujet-là. On sent que les joueurs savent pas trop sur quel pied danser avec tout ça. C'est vrai que c'est un contexte qui en plus, malheureusement, vu la situation aux États-Unis, est amené à un peu à durer, quoi, et un peu à se tendre de plus en plus. Je sais pas si vous êtes un peu inquiet par rapport à ça, au-delà largement de la NBA, évidemment. C'est Le problème, à mon sens, là, c'est que l'État dans lequel vraiment là ça chauffe le plus, c'est le Minnesota, Mmh. et que Minnesota, c'est clairement pas l'équipe la plus politisée de NBA, quoi. Donc, Mmh. c'est vrai que quand il y avait eu justement juste avant le Covid, des joueurs qui carrément s'étaient mis en grève, on était sur des équipes bien plus politisées, quoi, notamment au niveau de Milwaukee, au niveau d'Orlando, où tu avais des joueurs qui étaient quand même bien plus engagés, quoi. Donc c'est vrai que là, le problème, à mon sens, c'est plus l'état dans lequel en ce moment ça se passe, et les joueurs que ça concerne. Donc, on est sur des joueurs qui politiquement sont peu impliqués, voire même qui se sentent peu concernés, quoi. Ah, Rudy! Et ouais, 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 non, même Ant, hein. Désolé, Même c'était Ant, hein. gratuit. C'était gratuit. C'était Même gratuit, Ant c'était gratuit. Mais qui effectivement, en fait, dit: moi, «Ouais, c'est je sais plus pas ce qui se passe, machin». dans l'escalade du truc, et à quel point effectivement Mmh. là actuellement le cœur du problème il est au Minnesota, mais en fait dans tout le pays ça n'a fait que monter et que se tendre depuis l'élection de Trump, quoi. Bon, encore une fois, la situation était pas forcément de idyllique, on va dire, en termes de comment dire, de bien-être social avant ça, mais ça s'est vraiment, vraiment tendu, et effectivement ça prend une direction. C'est plutôt ça, en fait, c'est l'étape que ça semble marquer dans la généralisation, et dans, enfin, une situation qui est presque pré-guerre civile, sous certains aspects, tu vois? Donc c'est vrai que ce côté-là est quand même assez badant, quoi. Ouais, Et c'est après, pour pas le coup, amené tu à vois, comme je te dis, s'arranger. la dernière fois, quand il y avait un mec qui s'était fait descendre, le soir Mmh. même, les Bucks, ils ont dit: «Bah non, nous, on va pas Ouais. sur le terrain, on joue pas», tu vois, quoi. Et mine de rien, si t'as pas ce geste fort d'entrée de jeu, c'est dur de mettre un peu la machine en route derrière, quoi. Ouais. Surtout que là, en plus, il y a pas la WNBA en ce moment. Donc clairement, les joueurs NBA, c'est pas eux les premiers qui vont se bouger, quoi. Non, c'est sûr. Ça joue aussi. Malo, Oui, si tu c'est voulais pas dire quelque chose? forcément amené à s'arranger, et ça peut vite, entre guillemets, se généraliser, ou s'il se passe des actes, des crimes pareils dans plusieurs villes, un petit peu partout, que ouais, ça, les équipes prennent pas forcément directement position très fortement, ou que ce soit les joueurs, ça peut vite se généraliser. Et j'avais pas forcément pensé à ce scénario, mais ouais, on peut quand même avoir une saison qui, sur la fin, est assez, on va dire, j'ai dérangé, gêné, retardé, si ce n'est pour pas dire, reporté ou autre chose, parce que ça peut vite engendrer, enfin se gangréner de plus en plus, ça c'est clair, malheureusement.
Mais c'est vrai qu'effectivement, ça illustre aussi ce truc-là très particulier de la NBA, mais comme de beaucoup d'autres secteurs. Hein. C'est valable pour la plupart des sports spectacles, on va dire, de bulle du truc, quoi. Vraiment, c'est-à-dire que il y a la vie réelle, quoi, et puis il y a ce monde un peu enchanté avec les belles lumières et les pubs et les machins enfin voilà quoi. Et t'as ce côté un peu genre, c'est vrai que c'est difficile de mesurer qu'en fait tout ça se passe en même temps en fait quoi, et que d'une certaine manière business business must go on, et que t'as un peu un truc comme ça enfin globalement autour de la NBA, mais enfin voilà comme d'autres disciplines culturelles, on va dire d'une manière plus générale quoi. Et c'est Dans vrai le que ce côté dans le vas-y. sens aussi où je pense que les franchises NBA doivent quand même avoir des pressions de la part de l'État ou que ce soit leur État ou autre, pour justement enfin ne pas forcément trop parler du sujet ou autre pour pas que ça s'ébruite en fait. Ouais. Non, après, je veux Ce dire, serait clairement la méthode Trump entre guillemets. non, après les joueurs, c'est des grands garçons aussi. Oui, Hein. les joueurs, Je bah veux dire, par à exemple partir du Victor. moment, à partir du moment où où tu peux t'impliquer et que tu le fais pas, c'est Ah c'est oui, une décision mais individuelle, tu vois. Et je parle plus au et niveau en, franchise Hum, des Oui, dirigeants de quoi. généraliser le truc. Mais après, ce que dit Lucas, et c'est vrai, c'est qu'il y a cette position enfin, comment dire, de voix qui porte sur le grand public, qui fait une différence. En fait, moi, c'est un truc qui m'a toujours, hum. enfin, bref, ça me passe au-dessus. Mais bon, enfin, c'est pas parce que moi personnellement, en tout cas, c'est pas parce qu'une star va dire ah il se passe ça que je vais faire ah oui c'est vrai il se passe ça. Enfin, tu vois, j'ai l'impression d'être un peu plus grand que ça, quoi. Peut-être que je suis un peu présomptueux là-dessus, mais bon bref. Mais effectivement, ça a du sens de se dire qu'aujourd'hui, quand Haliburton prend la parole ça a été le premier à le faire sur ce sujet-là et à dire les choses très clairement. Oui, il y a une comment dire, un impact politique derrière en fait quoi. Et Bien sûr, moi, effectivement, c'est le principe de l'influence des personnalités publiques, ouais, quoi. tout à fait. C'est-à-dire à partir du moment où tu prends position sur un sujet et qu'il y a beaucoup de gens qui, de même, te font confiance sur la plupart des trucs, bah, ils vont avoir tendance à te faire confiance là-dessus. Et c'est vrai Ouais. que quand tu un poids pareil, bah, ouais, forcément, c'est très regrettable de pas s'en servir, quoi. Mmh. Après, bah, voilà, on parle de gens, qui sont dans le dernier décile de la richesse aussi, Mmh. quoi. Ouais, tout à fait. Mais C'est assez compréhensible, même si c'est très dommage, que les gars se sentent pas nécessairement concernés, quoi. tout à fait. Et je pense que globalement, c'est un peu ça qui se passe, c'est que la plupart des joueurs NBA ne se sentent pas concernés un Et peu puis sur ce il y a qu'ils vraiment ce côté en NBA, tu parlais de bulle, c'est vraiment bah en fait tu joues tous les 2 jours, tu es en déplacement, tu pars 2 semaines à l'autre bout du pays, tu reviens, tu fais un match chez toi, tu repars tout au nord. Enfin, tu as aussi ce oui, et puis côté c'est où ta c'est vie en pas fait, elle est c'est toujours comme même ça si ta vie en c'est fait, ta quoi. ville entre guillemets, tu passes la moitié de l'année aux 4 coins des États-Unis. Mmh. Donc c'est sûr que il y a aussi là ce côté, bah en fait ouais, c'est pas, tu habites dans une ville, machin, toute l'année, tu vas OK au taf, la journée, mais tu participes, vraiment à la ville. Là, tu y es, on va dire, la moitié de l'année, donc c'est sûr que, bah, ouais, c'est pas que t'as pas le temps de penser à autre chose parce que, bah, c'est clairement faux et on a vu des joueurs prendre position et cetera, donc Mais c'est que c'est clairement possible, mais ça joue pas sur le fait, enfin, je pense que ça n'aide pas à se sentir concerné réellement par le problème. Notamment, avec beaucoup d'étrangers ou autres qui, bah, de joueurs étrangers ou autres qui n'ont pas forcément qui ne se sentent pas forcément, concernés par ça, malheureusement. après Non, ça mais je sais dépend. pas, pour le coup, tu vois, tu as l'impression que les joueurs français sont plus concernés que les joueurs américains, quoi. Oui. C'est D'accord. quand même regrettable, quoi. Ouais, Bah, dans le effectivement sens que où Gershon et Victor ouais. prennent la parole sur ce sujet, effectivement, ça montre, je suis là complètement d'accord avec ce que vient de dire Lucas. Après, dans le sens où on est quand même, en tant que Français, un peuple qui est quand même plutôt, investi sur ce genre de choses-là, que ce soit, chez nous ou ailleurs. Peut-être moins le cas d'autres pays, après, je sais pas. Ah, je sais pas, les chiffres d'abstention en France disent pas forcément ça. Après, c'est un C'est vaste vrai. Non, c'est débat. vrai, c'est vrai. C'est un vaste débat, parce que, bah, bon, ouais, moi, j'avoue, on fera peut-être un podcast politique la Mais prochaine fois. Du coup, on va récupérer notre grec, ça, c'est pas mal. on sait comment le toucher. C'était le meilleur moyen, c'était le meilleur moyen. Bon, bah, messieurs, on va peut-être s'arrêter là, effectivement, du coup. Je vois qu'on a fait notre heure comme on avait prévu, donc c'est pas mal. Bah, d'ailleurs, on en profite pour remercier Greg, hein, qui est encore une fois pas avec nous sur cet épisode, mais qui s'occupe épisode après épisode du montage, de tout ça, de la mise en ligne et tout. Donc vraiment merci à lui d'être voilà, toujours aussi efficace dans l'équipe malgré voilà la période un peu difficile qu'il traverse. On est avec lui tout cœur, on espère l'avoir bientôt dans le podcast et de toute façon de manière générale, bah voilà, on va continuer à chroniquer cette belle saison des Phoenix Suns. Enfin voilà,
je reste optimiste. Je me dis, on verra. Effectivement, de toute façon, on verra. On fera sans doute un point après le All-Star Game pour voir un peu ce que ça donne. Est-ce que Booker est revenu et où on en est au niveau de l'effectif aussi. Mais quoi qu'il en soit, ouais, il y a de toute façon des choses à observer match après match, et ne serait-ce que ça, c'est toujours aussi passionnant. Écoutez, messieurs, merci beaucoup pour cet épisode. C'était très sympa, encore une fois, comme d'habitude. On se Clairement. retrouve donc bientôt pour un nouveau numéro de Valé ou Palais. On va dire bientôt, c'est pas mal. Et on remercie aussi nos auditeurs, évidemment, encore une fois d'être avec nous. Et on se retrouve bientôt. Donc bye bye. À bientôt.